On dit les salafistes aussi, mais bon, Alors, c'est plus compliqué. c'est apparu à la mort du prophète, en fait, le prophète Mohammed, donc, qui est mort en 632. Très très vite, il y a eu des factions, comme après chaque grand personnage, il y a très très vite des rivalités qui éclatent au grand jour. Sunna, en fait, c'est les tenants de la tradition. C'est ceux qui croient au message du prophète, au Coran et au hadith. En fait, c'est les paroles qui ont été rapportées du prophète qui ont été rapportées par ses compagnons, mais qui suivent une chaîne logique qu'on appelle en arabe al-musnad. C'est vraiment une étude très particulière. Et ce qu'on appelle la Shia, c'est ceux qui pensaient qu'après le prophète, normalement, le califat aurait dû revenir à Ali, qui était à la fois le cousin et le gendre du prophète. Donc, j'ai pas envie d'entrer dans des détails parce que, bon, c'est pas pour prêter le flanc à la critique, mais les sunnites, donc, c'est ceux qui voulaient suivre la tradition, croire au Coran et au hadith, et qui disaient non, le califat ne doit pas revenir forcément dans la maison, ce qu'on appelle la maison M majuscule, c'est-à-dire la famille du prophète. Et la Shia, c'est ceux qui voulaient que le califat revienne à Ali. Mais cette lutte, cette guerre fratricide au sein du monde musulman, les Américains, ils n'ont pas besoin voilà, ils laissent les sunnites chiites se battre entre eux, c'est comme autrefois les catholiques, les protestants. Souvent, historiquement, les luttes entre les membres d'une même communauté religieuse, d'un même peuple, sont beaucoup plus nombreuses que les guerres interreligieuses. Si tu regardes l'histoire, il y a beaucoup plus de conflits entre protestants et catholiques, ou de conflits entre sunnites et chiites, que de conflits ayant mis aux prises chrétiens et musulmans. Par exemple, tu regardes en Europe, quand les Turcs ottomans au XVIIe siècle commençaient vraiment à réavancer, ils ont refait leur siège de Vienne en 1683. Que fait Louis XIV, le roi très chrétien, en 1682 la menace turque est vraiment à son paroxysme, il prend Strasbourg. Donc il laisse le Saint-Empire se démerder avec les Turcs, pendant qu'ils se démerdent avec les Turcs, leur frontière française était déjà quasiment sous influence française, mais Louis XIV, il en pouvait pour prendre Strasbourg. C'est de la réelle politique, c'est pour les intérêts de la France qu'ils se battaient. C'est chaque pays défend ses intérêts, c'est comme ça. Mais voilà, pareil pour les sunnites, les chiites, au moment des croisades par exemple, quand les croisés prennent Jérusalem en 1099, au début les musulmans, ils n'ont pas du tout mesuré l'ampleur de l'événement, ils se battaient entre eux. Donc voilà, il y a beaucoup plus de guerres interreligieuses que de guerres entre deux religions. Donc là, les Américains, voilà, le boulot il est fait en Irak, les sunnites chiites se battent entre eux, en Syrie aussi, voilà. Et pour ce qui est salafiste, je crois, le gars qui a... salafiste, oui, parce que les salafistes... En fait, salaf en arabe, ça veut dire les prédécesseurs. En fait, le salafisme, c'est cette volonté, en fait, qui veut revenir à l'islam des prédécesseurs pour enlever toutes les superstitions qui auraient pu s'agréger au cours du temps. Des superstitions qui disent chez toutes les religions et civilisations. La voyance, ceux qui ont recours à des voyantes, des esprits, des choses de ce genre. Donc le salafisme, c'est quelque chose de positif en soi. Parce que maintenant, dans les médias, quand on dit salafiste, là je sais que je vais faire peut-être hurler, mais non, le mot salaf, c'est les prédécesseurs en arabe. Donc revenir à l'esprit de l'islam des premiers temps, où est le mal là-dedans? Mais qu'est-ce qui en est fait pour les gens qui se prétendent salafistes? Cette doctrine est née surtout, ce courant, c'est le courant wahhabite qui vient de Mohammed ibn Abdul Wahhab en Arabie Saoudite. On voit ce qu'ils en font, c'est quoi le résultat? C'est une lecture totalement dévoyée de l'islam, soumise de manière la plus servile qui soit à l'Occident, aux États-Unis. Ouais, parce que c'est donc ça. si c'est ça le résultat, voyons en soi, la volonté au début de ceux qui se prétendent salafistes, elle n'est pas blâmable en soi. Mais quand on voit ce que certains font, l'Arabie Saoudite qui se croit être le dépositaire de la pureté islamique, est-ce qu'ils ont une fois se battre contre l'Amérique, contre le colonialisme européen? Non. Et, lors de la guerre du Golfe en 91, la guerre criminelle, 62 pays contre 1 en 91, je sais pas si on se représente, c'est la plus gigantesque coalition jamais réunie dans l'histoire. 62 pays contre 1. Et l'Irak a tenu 2 mois. Quand même respect, quoi, je veux dire, c'est pas évident. L'Arabie Saoudite avait fourni le 2e plus gros contingent militaire. Pour des gens qui se prétendent salafistes, revenir à la pureté des aïeux, fournir le 2e plus gros contingent dans une coalition contre un autre pays musulman. Bravo. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense après, j'invite les gens, encore une fois, parce qu'on peut pas on n'a pas le temps, on peut pas trop parler des sujets, je suppose, je sais pas. Mais voilà, que les gens se renseignent par eux-mêmes, qu'ils lisent des livres. Parce que aussi un gros défaut de ce que je trouve actuellement, c'est, je l'ai eu aussi un moment, c'est très bien Internet pour se réinformer, pour faire circuler l'information, mais on ne peut pas apprendre tout qu'avec Wikipédia, qu'avec Google, qu'avec YouTube, c'est très bien, mais on devient très vite consommateur et passif. Rien ne vaut la lecture. Rien ne vaut la lecture. Regardez MetaTV, c'est très bien. Mais avant, vous pouvez lire. Oui, même dans les tous les jours. Et il y en a qui disent oui, mais les livres, on peut pas acheter trop de livres. Les bibliothèques municipales, l'inscription est gratuite, hein, donc il n'y a pas d'excuse.
Vous pouvez vous inscrire dans la bibliothèque et aller de temps en temps et pour lire. Rien de voir la lecture. Si je suis, entre guillemets, modestement ce que je suis aujourd'hui, bon, c'est grâce à l'éducation que j'ai eue et surtout à l'amour de la lecture. Voilà. Et je pense vraiment pas être le seul là-dedans. Beaucoup de gens sont ce qu'ils sont grâce à la lecture. On me demande d'ailleurs si tu crois pas qu'à force, les pays du Moyen-Orient finiront par atteindre le même taux de dépravation qu'en France, quoi. C'est-à-dire, Voilà, par exemple, la société, souvent l'image qu'on a, moi je refuse cette dichotomie qui veut que l'Occident serait forcément décadent, consumériste, qu'il n'y a plus de valeur, plus rien, et que l'Orient serait parfait. On en revient à la colonisabilité de Malek Benabi. Oui, j'avais oublié tout à l'heure de répondre à ta question, maintenant ça me revient. Parce qu'il dit aussi qu'une des raisons de la colonisabilité, comment il explique Malek Benabi, c'est cette incapacité des musulmans parfois à se remettre en question, à se remettre en cause. Ils disent, l'islam est parfait, parce que pour un musulman, c'est ce que je crois aussi, c'est la voie du salut. Mais si le message divin, c'est la voie vers le salut de nos âmes, nous les êtres humains, on est loin d'être parfaits. Donc beaucoup de gens se disent l'islam est parfait, je suis musulman donc je suis parfait. C'est un néologisme éminemment destructeur. Donc oui, arrêtons de croire que l'Occident est forcément décadent et l'Orient est parfait, pur, mystique ou je ne sais quoi. Le consumérisme, ils vont regarder les grandes villes des pays musulmans, Beyrouth, Kuala Lumpur, Le Caire, tout ce que vous voulez. C'est loin d'être... non, c'est les centres commerciaux partout. Vous allez à n'importe quel endroit de la Terre, vous trouvez les fast-food, les grands centres commerciaux, les mêmes vêtements portés partout. Non, c'est... Oui, alors bien évidemment, c'est pourquoi on s'acharne à ce point sur l'islam, on veut laïciser l'islam, le rendre moderne et le rendre plus en conformité avec la modernité destructrice en fait. Parce que c'est une gangrène, elle atteint l'Occident, mais Dieu merci on a vu en Occident, comme la manif, on va prendre le cas de la France qui nous concerne, la manif pour tous. Qui aurait cru que ce projet de loi suscite une telle hostilité, un tel réveil de la part de la population française. Donc voilà, arrêtons de croire qu'en France, il y a des gens consommateurs. Dieu merci, il y a beaucoup de Français. Croyant ou pas d'ailleurs, il y a des familles françaises qui ont des valeurs, qui savent ce qu'elles sont, qui savent que leur culture est en péril. Et de l'autre côté, il y a des pays en Orient, musulmans pas, au Japon, en Chine, en Inde, qui ne rêvent que d'une chose, c'est consommer, pratiquer toutes les transgressions possibles et imaginables, qui veulent rattraper entre guillemets le retard parce qu'elles pensent qu'elles vont être modernes si elles font tout comme les Occidentaux. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Je pense que d'ailleurs les Occidentaux sont un peu eurocentrés, des fois ethnocentrés, un peu quand la culture occidentale pense être le centre de tout, quoi. Ça fait maintenant, depuis que les Européens ont découvert, entre guillemets, ça me fait rire ce mot, Oui, découvert l'Amérique. Zhang He à la fin du... ça m'a interpellé aussi. Zhang He. Zhang He. Oui, le navigateur chinois. Oui, je dis c'est navigateur chinois musulman qui s'est fait voler qui demeure dans l'ombre d'une colombe génoise. Parce que Christophe Colomb est un génois. En fait, pour les Chinois, ce serait lui, ça débat, moi je pose le débat, je dis pas que j'affirme ou que je confirme cette thèse. Il aurait lui découvert une route maritime vers l'Amérique. Donc il reste dans l'ombre d'une colombe génoise, parce que Christophe Colomb est un génois en fait, c'est la formule que j'ai trouvée pour parler de ça. Mais depuis que les Européens ont trouvé cette route, ils dominent les routes commerciales mondiales, parce qu'ils ont contourné aussi l'Afrique pour aller aux Indes. Donc c'était plus le monde musulman qui était au centre des échanges. Parce que le monde musulman, les pays musulmans étaient à la fois à cheval. La force qu'avaient les pays musulmans, la civilisation arabo-musulmane, c'était d'être à la fois à cheval sur l'Asie, sur l'Afrique et en Europe. Jusqu'au XIIe siècle, quasiment, la Méditerranée est un lac musulman. L'Andalousie, l'Espagne, le Portugal, le sud de la France il y a eu un émirat en Provence qui a été créé, qui a subsisté tout le Xe siècle. Quand on pense aujourd'hui, Saint-Tropez, à côté, une petite ville, c'était le premier établissement humain était fondé par des musulmans, ce qu'on appelait les Sarrasins à l'époque. La Sardaigne était musulmane, la Sicile était musulmane, la Corse était musulmane, toutes ces îles étaient musulmanes. Donc oui, la force du monde musulman, c'était de maîtriser les routes commerciales, la route de la soie. Mais depuis que les Européens ont contourné l'Afrique, puis après ont découvert la route vers l'Amérique, c'est l'Europe qui a progressivement, et surtout à partir du XIXe siècle, dominé le monde. Et que les Européens soient ethnocentrés, que l'on soit ethnocentré en France, c'est normal, puisqu'on est français, qu'on a forcément une vision française des choses. On étudie d'abord l'histoire de son pays, pour mieux étudier ensuite celle des autres. Mais que l'Occident impose cette lecture ethnocentriste de l'histoire au reste de la planète, non, il est évident qu'en face, il y a une réaction qui se fasse sentir. Par exemple, je prends un exemple tout bête. Le costume cravate, c'est porté partout dans le monde maintenant. C'est une uniformisation vestimentaire qui ne dit pas son nom. Je sais pas, par exemple, je prends le cadre le calendrier. Le calendrier qui a cours dans le monde entier maintenant, c'est le calendrier grégorien.
Pourtant, la plupart des gens ne sont pas chrétiens qui utilisent ce calendrier. Moi, je donne un exemple. Par exemple, mes parents, quand ils étaient petits à l'école, ils n'avaient pas cours le jeudi après-midi et le vendredi. Parce que le vendredi, dans les pays musulmans, c'est le jour de la prière. Maintenant, aujourd'hui, dans tous les pays musulmans, car quasiment au Maghreb, les enfants n'ont plus cours samedi et dimanche. Non. Dans tous les pays du monde, tout est écrit en langue locale, l'arabe, chinois, japonais, hindi, ourdou, tout ce que vous voulez, et dans une langue occidentale, l'anglais, l'espagnol, le français. Est-ce qu'en France tout est écrit en français, en japonais, ou tout est écrit, je sais pas, en français, en arabe Non. Donc pourquoi tout devrait être écrit? L'impérialisme culturel occidental continue de se faire sentir. Mais, c'est ce que j'écris dans mon livre, c'est à qui on doit en vouloir en premier? À ceux qui se laissent faire en face. Que l'Amérique veuille imposer sa culture, parce que maintenant, surtout en Occident, en réalité c'est plus une américanisation du monde qui a depuis depuis 45 maintenant. Que l'Amérique veuille exporter ses déchets, ses immondices, c'est une bonne guerre, c'est normal, parce que c'est comme ça qu'elle accapare les cerveaux des 3/4 de la planète. Mais qu'en face, que les États ne se protègent pas, se laissent faire, c'est surtout ça qu'on doit condamner. Et c'est surtout ça qui est scandaleux. Et la France en particulier, il n'est pas normal que la France se laisse envahir de plus en plus, depuis plusieurs années maintenant, on ne jure que par l'Amérique. On en parlera en troisième partie, justement. Excuse-moi. Et juste, alors on me dit Corse musulmane, j'ai un doute. Le drapeau de la Corse, là, la tête qu'on voit, c'est une tête de mort. Oui. M-A-U-R-E. M-A-U-R-E. Elle a été musulmane très très peu. Elle a pas été... C'est pour ça qu'il est noir. Oui, voilà, c'est ça. Parce que la Mauritanie, c'est comme ça que les Romains appelaient le Maghreb. Voilà. La Corse a été musulmane à un moment. Alors, il y croit pas, Hermite. Bah si, mon pote. Mais les gens n'ont pas à nous croire, toi ou moi ou d'autres, sur parole. Vérifiez par vous-même. On va vérifier. Voilà, en tout cas, il y a bien une tête de noir sur le drapeau corse, on se demande pourquoi. Donc, mon ego, il est prêt à la régie, c'est magnifique. On fait la petite pause, on revient juste après. À tout de suite. Avec plaisir. De retour, là, voilà, parce qu'il y a eu un petit bug, j'ai entendu le son. Donc, toujours avec Anis. Alors, Anis, voilà, il y a pas mal de questions. Tu avais dit que justement, alors il y a une question à laquelle tu veux pas répondre justement parce qu'il la pose, il demande de quel pays es-tu, Maroc ou Algérie, ça c'est la question. Ou Tunisie, je sais pas, il faut pas dire. J'ai dit, je réponds pas parce qu'après, voilà. Je dis juste Et en quoi c'est important dans notre propos de ce soir? Franchement, c'est juste. Voilà, c'est tout. On me dit les compagnons de la pleurniche, voilà, le CRIF, etc. Toi t'en parles aussi de ça, c'est vrai, cette espèce de chantage un peu, d'ailleurs t'en parles, du chantage à l'antisémitisme. C'est quoi un sémite? Voilà, tu reviens à ça d'ailleurs, l'histoire des sémites. Les sémites, les peuples sémites, il y a les Arabes, les Hébreux, les Araméens. C'était la langue de Jésus, il y en a encore un peu en Syrie. De toute façon, je suis pas le premier à dire ça aussi. Eux, ils sont sémites. Donc, les Arabes sont des sémites. On ne peut pas le dire antisémites, on est nous-mêmes sémites. Voilà, donc quand le CRIF toujours antisémite, le CRIF c'est pas des sémites. Voilà, les juifs ashkénazes d'Europe c'est pas des sémites. Ouais, tu fais référence à la au Khazar. Oui, je suis pas non plus. Voilà, on le sait ça maintenant, mais sur nous il n'a jamais marché. Puisque nous on est des sémites, on peut pas nous dire antisémites, moi j'appelle pour rigoler, je dis antiseptique, antibiotique. Non, mais c'est pas possible, c'est... Le point Godwin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au début de l'émission. Ouais, le point Godwin, le fameux point... le CRIF, le CRIF, c'est... Ouais, non, faut le dîner du CRIF, voilà, Sarkozy qui prétendait lutter contre le communautarisme au moment de la campagne de 2007, il avait fait sa campagne là-dessus, c'est le premier président de la République à être allé au dîner du CRIF. Pour un président qui prétend lutter contre le communautarisme, là aussi, passer muscade. Voilà. Par contre, il y a des gens qui le... Par exemple, Éric Zemmour, là, parce qu'on va un peu, ménager la chèvre et le chou, et voilà, et pas vous dire, c'est pas personnel que j'ai contre lui. Éric Zemmour est l'un de ceux, courageux en France, c'est pas le seul, à avoir dénoncé le dîner du CRIF, par exemple. Donc ça, voilà, on peut le mettre à son crédit. Il y a ER Frère, il dit « Anis, mon frère, tu es algérien, j'ai grillé l'accent de mon frère. » Bah écoute, ça te fait plaisir. Voilà. Oh, tu m'as découvert, je suis algérien. Frère. Alors, on me dit en référence notamment à Raymond Aron, qui fut un des rares à avancer la nécessité de l'indépendance de l'Algérie au motif que la France aurait pris le risque de devenir algérienne et musulmane, peut-on craindre dans la mesure où cette indépendance n'est pas entière que ce risque soit avéré dans un avenir proche?
Bravo est-ce à que la France risque d'ailleurs, il te d'être... dit bravo au passage, hein, à l'assaut. J'ai pas entendu, excuse-moi. Est-ce que, alors je répète Non, mais la la fin, en fait, la fin de la question. est-ce que peut-on craindre dans la mesure où cette dite indépendance n'est pas entière que ce risque se soit avéré dans un avenir proche? Je lis pas dans le mar de café, mais bon, si on peut étudier des tendances sur le long terme, il y avait un des membres du FLN, Larbi Ben Midi, qui est mort torturé, disparu, notamment exécuté par le général Paul Osarès, qui est mort récemment et qui a reconnu à la fin, il a craché le morceau à toute fin de sa vie, il dit oui, c'est nous qui l'avons buté. Il disait aux Français, quand on le torturait, il disait vous, à l'époque, faut se remettre dans le contexte, c'est un contexte guerrier, et c'est pour leur faire un pied de nez. Genre en gros, vous me torturez, mais voilà, avec mon nez là, comme ça. Il leur disait, vous voulez la France de Dunkerque à Tamanrasset, parce que les Français, c'est ça qu'ils se disaient, la mythologie coloniale, c'est de Dunkerque, tout au nord de la France, à Tamanrasset, c'est la ville algérienne plus au sud, à la frontière avec le Mali. Ouais. Moi, je vous prédis l'Algérie de Tamanrasset à Dunkerque. Donc il leur avait dit ça, en gros, c'était son pied de nez à lui. Est-ce qu'on crée un risque encore une fois, moi je suis pas pour l'immigration ouverte à tout va, de manière éternelle pour tout le monde. Le mieux c'est que chaque peuple arrive à se développer chez lui. En premier nos parents, même nous on est enfants d'immigrés, mais si nos parents avaient pu rester chez eux, si c'était à refaire, je pense pas que beaucoup l'auraient refait. Quand ils ont vu le prix à payer, notamment pour leur progéniture. Oui, tu soulignes une contradiction. Alors, attends, que j'avais noté. Mais pour revenir à vas-y, pour l'immigration, les musulmans en France, ils sont pas venus par la force des armes. Ah oui, voilà. On les a fait venir. C'est juste ça que je tiens juste à... Je cautionne pas l'état de fait, je dis pas que c'est génial, c'est super, c'est la société multiculturelle, c'est France 90, black, blanc, beurre. C'est bien que c'est totalement faux, que c'est une fumisterie. Mais je pense pas qu'il y a un risque. La situation est quand même tendue. Il faut faire le constat et le diagnostic, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Moi j'en connais beaucoup qui disent ils râlent la France, blablabla, mais très peu, beaucoup de gens sont des grandes gueules, ils fantasment, ils mythifient un peu le pays d'origine, mais très peu y retournent. Donc si des gens se sentent mal ici, qu'ils essaient d'être objectifs et de remédier à leur sort, et d'avoir une vie meilleure pour eux, quoi, parce que s'ils sont dans la névrose et de la dépression comme ça, et qui nuisent aux autres Français d'origine immigrée, c'est eux qui en pâtissent, et les autres, et la France, on va dire en général, et leur pays d'origine aussi, parce que ça profite. Le fait qu'il y ait une telle immigration de masse, ça montre l'échec et des pays d'origine, qui, après leur indépendance, pensaient qu'ils allaient couper le cordon définitivement avec la France, on a vu que c'est pas le cas. Donc oui, l'immigration montre que les indépendances ont été un échec quand même. Voilà, parce que toi, alors justement, c'est pour ça que tu ne fais pas l'impasse justement sur la France-Afrique, qui en parle. Et aussi, alors ça, j'ai noté quelque chose, c'est sur le passage sur l'immigration. Même là, j'ai envie de te dire, peut-être bien que tu te démarques d'Adrien, peut-être à ce moment-là, c'est justement quand tu parles, toi tu n'es pas d'accord avec le concept de colonisation à l'envers. Non, c'est pas tout à fait pareil. Alors, explique la colonisation, on voit bien qu'il y a plein de quartiers dans des grandes villes françaises. Beaucoup de gens disent, mais moi j'ai de la famille quand ils viennent de mon pays d'origine. Quand ils viennent, moi j'en ai, ils sont allés, des fois quand je les amenais dans Paris, je leur faisais visiter, j'ai notamment une fois un membre de ma famille, il venait voir Amélie Poulain, et je l'ai amené à Montmartre, et il a vu Maghreb, Afrique noire, quoi. Tu sais, les vendeurs à la sauvette et tout. Donc il faut dire ce qui est, oui. Je comprends qu'il puisse utiliser ce terme. Il peut choquer ou pas, je l'entends. Là où je suis pas d'accord, colonisation à l'envers, juste c'est parce que c'est juste dans le processus, l'origine. On n'est pas venu par la force des armes. Et les Français d'origine, ils n'empêchent pas les autres Français d'avoir accès à leur culture. On leur met pas des bâtons dans les roues pour qu'ils se puissent le statut. Voilà, dans la colonisation, il y avait aussi voilà, dans la colonisation, dans les médias, tu sais, souvent, il y a l'antiracisme, toujours, on dit qu'on lutte contre le racisme, blablabla. Et c'est vrai que un peu la souffrance que ressentent certains Français blancs en banlieue, il faut être honnête, on se doit d'être épris de justice. Il y a des Français qui, dès qu'ils le peuvent, ils quittent ces quartiers. Même les Français d'origine maghrébine ou africaine, quand ils s'élèvent socialement, dès qu'ils le peuvent, la première chose qu'ils font, ils quittent ces quartiers. Pas un enfant, je sais pas, d'immigré malien, d'une fratrie de 7 enfants qui fait des études de médecine, qui habite à La Courneuve. Le premier truc qu'il fait, c'est il se démerde pour amener sa famille ailleurs et lui pour aller vivre ailleurs aussi. Donc voilà, donc oui, je peux comprendre qu'il utilise ce terme de colonisation à l'envers, mais juste, il y a une différence dans le processus, dans la différence de statut. C'est pas les Maghrébins et les Noirs qui ont un statut supérieur aux Français, aux indigènes, on peut dire aux indigènes, quoi, on va dire. C'est juste le petit désaccord que j'avais avec lui, mais moi je l'ai laissé parler dans la préface, comme je dis, on pose le débat. Voilà. Lui pense que
il voit que la France est dans une situation de contre-colonisation. On peut pas lui dire que, on peut pas lui apporter la contradiction en disant que non, c'est pas vrai, que c'est faux, que tout va bien, que l'immigration c'est une chance. On sait que c'est une chance surtout pour le grand patronat. Mais c'est juste là où le petit bémol que j'ai avec lui, c'est que c'est pas nous qui interdisons aux Français d'avoir accès à leur culture, et c'est pas nous qui avons un statut supérieur aux Français. Et quand on parle toujours de l'antiracisme dans les médias, quand on dit souvent oui, quand un Français blanc se fait tuer en banlieue, on n'en parle pas, mais quand un Français d'origine maghrébine ou africaine est victime de, je sais pas, d'un meurtre ou d'une rixe ou tout ce qu'on veut, bon, les rixes ça fait partie, mais alors toujours des bandes, des règlements de compte, tout ce qu'on veut entre des, je sais pas, dans la sortie d'un bar ou d'une discothèque. Quand des Français d'origine maghrébine ou africaine meurent, ou quand il y a des bavures policières, les policiers sont très rarement condamnés. On va instrumentaliser l'affaire dans les médias pour toujours faire augmenter l'idée que les Français sont tous d'ignobles racistes, d'ignobles fachos, qui ont la gâchette facile, mais justice n'est pas rendue. Donc ça fait toujours augmenter les tensions, les ressentiments envers les Français indigènes, les Français de souche, et les Français d'origine maghrébine ou africaine. Parce que pour les Français de souche, ils disent on en a marre, attendez, on accueille plein de gens et on nous crache à la figure. Et les Français d'origine maghrébine africaine, ils disent attendez, il y a un flic qui tue comme ça et il y a pas de justice n'est pas rendue. Je vais prendre un fait divers, bon, ça remonte à longtemps, mais quand même, c'est assez révélateur. C'est en 83, c'est un adolescent d'origine algérienne qui avait 16 ans, j'ai oublié son nom. Vous tapez, en fait, pourquoi je vais en parler? Parce que c'est très intéressant, c'est pour voir l'instrumentalisation qui en est faite. En fait, c'est un Algérien qui est mort tabassé dans un train par 3 légionnaires. Oui, les policiers, ils ont eu du sursis quasiment, que dalle, ils ont quoi, même pas eu un an. Et ça a été instrumentalisé, ils en ont fait un film qui s'appelle Train d'enfer. Sauf qu'ils ont un peu romancé le truc, ils ont dit que c'était un adulte qui s'était fait tuer, en fait non, c'était un adolescent, mais bon, voilà, pour refaire. Et le flic gentil qui combat le racisme et réalisateur du film de surcroît, c'est qui? Roger Hanin, la gauche de tonton et compagnie, voilà. Donc je fais pas un dessin, quoi. Donc l'affaire a été instrumentalisée, on en a fait un film, c'est extraordinaire et tout. Mais il y a eu meurtre d'un adolescent quand même, il y a un adolescent de 16 ans qui est mort. Quel que soit un adolescent de 16 ans qui meurt, c'est effroyable, par 3 adultes tabassés dans un train à 22h passé le soir, c'est complètement lugubre et sordide. Mais, donc on instrumentalise et on fait augmenter la sauce côté des Français de souche, et donc cette même gauche hypocrite et culturelle, elle fait monter la mayonnaise chez les maghrébins africains parce qu'ils disent oui mais justice n'est pas rendue puisque ces 3 légionnaires n'ont pas été sanctionnés. Voilà. Et actuellement, il y a aussi des Français malheureusement blancs qui se font tuer dans des banlieues, il y a des violences, et les Français qui, voilà, ils disent on se sent plus chez nous. Donc ça, il faut être capable de l'entendre. Il ne faut pas se sentir visé, il ne faut pas se sentir menacé quand on pose cette question. Voilà, parce que voilà, on se doit d'être épris de justice et n'éluder aucune question. Est-ce que toi, voilà, t'es aussi pour... qu'est-ce que tu penses des solutions de remigration qu'on entend souvent? Tu fais peut-être référence à Kémy Séba, par exemple. Kémy Séba, ouais, mais Adrien aussi, il en parle. Oui, il parle de rapatriement. Par exemple, on prend par exemple, on va prendre le cas de l'immigration en Europe dans les années 30, avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. Notamment, on va prendre le cas des Italiens. J'oublie les proportions, les chiffres exacts, mais la très grande majorité des Italiens venus dans les années 20-30 sont repartis en Italie. Moi, je connais très peu, c'est ça, si des gens veulent retourner dans leur pays d'origine, et ils vivent de façon constructive et harmonieuse, et vraiment mettre fin à leur situation de déchéance sociale et culturelle, et mettre fin à leur dépression qu'ils connaissent ici. S'ils veulent retourner dans leur pays d'origine, et ils veulent tout faire pour y arriver, mais tant mieux, c'est pour se sentir mieux. C'est pour eux surtout. Donc si on a qui arrivent, vraiment faites-le. Mais ceux qui veulent vivre de manière paisible et harmonieuse en France, c'est sortez du ghetto culturel et mental, arrêtez de pleurer sur votre sort, balayez devant votre porte, regardez objectivement la situation dans laquelle vous êtes, dressez le constat. Ça peut mais tu crois pas que le problème il se pose plus, on va dire, allez, ouais, à la limite, parce que je fais la wiki du diable, j'ai pas mon masque, mais c'est dire les gens qui veulent rester ici, qui sont bien, bon eux ça pose pas de problème. Ceux qui se disent ils sentent le moyen de partir, à la limite ça pose pas de problème parce qu'ils se sentent repartir. Mais le problème c'est que c'est pas ceux qui veulent rester, mais qui refusent absolument j'ai horreur du mot intégrer, je vais plutôt dire assimiler, même s'il paraît que c'est un mot d'origine coloniale, mais il semble plus juste dans le sens. Excuse-moi, j'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est pas ceux qui refusent absolument de s'assimiler à la culture française, qui veulent rester dans le ghetto, voilà, et qui veulent rester en France? Ils se mettent en danger à terme. Je n'appelle pas la guerre ou quoi que ce soit. Mais ils se mettent à terme, c'est eux qui sont dans la mélasse. Parce que c'est eux qui... Il n'y a pas d'attache avec la culture d'origine.
que rester dans le ghetto, c'est pas un projet. Il n'y a pas d'attache avec la culture d'origine, et rien, aucun contact, pas de sociabilisation avec la culture française. Donc aucun moyen de vivre de façon harmonieuse en France. À court terme, faire un poil à gratter, ça peut être rigolo, faire les malins, mais sur le long terme, ça ne sera pas possible. Il faut trouver une solution. Soit vous faites tout pour vivre de façon harmonieuse et apaisée en France, ça ne veut pas dire être à genoux, dire amène à tout, avoir conscience de qui on est aussi, bien sûr, mais c'est-à-dire se faire respecter, voilà, tout simplement. Mais soit vous retournez dans le pays d'origine, soit vous restez ici et vous faites tout pour vous familiariser au maximum avec le pays dans lequel vous vivez. Et bien ici, en l'occurrence, c'est la France. Voilà. Donc oui, s'ils refusent, on fait quoi avec ces gens-là? C'est ça. Parce que, par exemple, il y en a qui disent on les déchoit de la nationalité. C'est possible, ça? Je connais pas, je suis pas un spécialiste du droit, mais... dans le droit, c'est pas trop possible, on va dire, pour le moment. Pour des cas, je crois que c'est des cas très extrêmes, pour déchoir quelqu'un de sa nationalité. Ouais, c'est très compliqué. Ouais. D'ailleurs, il faut qu'il ait eu une autre nationalité. Pardon ? Il faut qu'il ait eu une autre nationalité, d'ailleurs. Bon, on ne sait pas de quoi demain va être fait. Je prie pour que on n'ait pas la guerre civile dans notre pays, mais comment dire ? C'est pas du tout pour. J'ai pas envie. J'espère que je parais pas comme quelqu'un qui manie la langue de bois. Je suis pas Jean-François Copé. Jean-François Copé avait écrit un livre. Promis, j'arrête la langue de bois. Ils sont ridicules les livres des hommes politiques. Ils montrent leurs photos en plus dessus en couverture. Enfin bref. Mais oui. Donc pour ceux dont le but est juste de forniquer la France. Voilà, on va parler de façon un peu policée. C'est pas un projet. En face, comment tu veux que tu ne suscites pas l'hostilité et une réaction ? Parce que imagine qu'un Français il aille à Alger, ou à Casablanca, ou à Tunis, ou au Caire, et qu'il dise je nique le Maroc, je nique la Tunisie, je nique l'Algérie, je nique l'Égypte. Il a intérêt à courir très vite. Hein. Parce qu'en face, ils vont pas le laisser dire ça très longtemps. Donc, si ton but c'est juste de niquer la France, non, ta place c'est pas ici. Alors, la dernière fois que j'ai donné cet argument, on m'a dit oui, mais avec des scies, on met tout en bouteille. Alors, bon, on met pareil, avec des scies, on met pareil en bouteille, c'est ça, oui. Mais non, moi je le trouve il y a deux alternatives, c'est soit rester ici et tout faire pour vivre de façon harmonieuse, pérenne et paisible ici, c'est-à-dire sortir du ghetto et arrêter de toujours pleurer sur son sort, et toujours plus malheureux que soi. On a tous La vie est dure pour tout le monde. Hein. Un blanc qui vit en banlieue, sur son CV il écrit La Courneuve, cité des 4000. C'est hyper disqualifiant pour lui. Hein. Bien sûr. Voilà, donc faut être honnête là-dessus. Mais arrêter toujours d'en rajouter, se prendre en main. Donc soit retourner dans le pays d'origine, soit tout faire pour vivre de façon pérenne et enraciné ici. Mais la situation actuelle, c'est sûr, elle ne peut pas durer. Mais voilà, donc, alors à l'assaut, tu vois, qui pose la question, parce que l'assaut, il est adepte de cette théorie de la remigration, et il dit, au vu de l'intérêt que tu as de l'air de porter à la tradition et à la culture qui sont dévoyées par l'américanisation ou l'uniformisation du monde, que penses-tu d'un trajet inverse pour les descendants d'immigrés vers le réenracinement dans leur culture d'origine ? Voilà, c'est ce que l'on vient de dire juste avant. Voilà. Donc ceux qui veulent, quoi, ceux qui veulent. Et qui se donnent les moyens, parce que beaucoup disent le bled, blablabla, j'en ai vu tellement des grandes gueules, jamais vu les actes en conformité avec les paroles. Très très peu. Je connais, allez, je peux en dire de mémoire, je dis pas de bêtises, je connais 3 personnes qui l'ont fait. Je connais 3 personnes personnellement. C'est-à-dire qui sont partis de France et qui étaient nés ici ? Ouais. En plus, d'accord. C'est tout à leur honneur. Vraiment, c'était. Au début, on dit oui, il y a des trucs qui manquent, blablabla, parce qu'on est habitué à des choses ici, mais ça a pris du temps. Et ben, ma foi, finalement, ils y sont arrivés. Et eux, ils ne peuvent que susciter le respect. Mais ceux qui veulent toujours, qui se toujours lamentent sur leur sort, qui veulent rien faire pour que ça change, que c'est toujours la faute des autres et qui en rajoutent. Comment pensent-ils y arriver après ? Comment pensent-ils se sortir de là ? Ils creusent leur propre trou là. Alors justement, on me demande si toi, tu fais une différence entre les Maghrébins et les Arabes. Entre les Berbères et les Arabes. D'abord, c'est pas Berbère le vrai nom. Le vrai nom, c'est Amazigh, le peuple. Donc c'est Amazigh, en français on dit Amazigh, c'est A-M-A-Z-I-G-H. Amazigh c'est au singulier, Imazirin c'est au pluriel. Historiquement, les Arabes ils viennent de la péninsule arabique. Après, quand ils ont répandu l'islam, au Maghreb, le premier peuple qui vivait, c'était les Imazirin. Mais après, il y a un brassage, même en Andalousie, en Espagne, les musulmans qui vivaient, c'était à la fois des Arabes et des Imazirin. Même ce qu'on appelle la bataille de Poitiers de Charles Martel, parce que très vite, les Arabes, à force, quand ils ont répandu l'islam, très vite, les territoires qu'ils ont soumis étaient très vastes. Très vite, l'élément arabe s'est noyé
parmi les Perses, après les Turcs et les Berbères. Quand les Arabes traversent le détroit de Gibraltar en 710 une première fois, puis en 711 et conquièrent l'Espagne, l'essentiel des troupes déjà sont des Imaziren, donc des Berbères. Et quand dit Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers, le général qui règne c'est un Omeyyade, parce que c'était la dynastie Omeyyade qui régnait à l'époque à Damas. Le général, donc Abdelrahman, est un Omeyyade. On connaît tous ce fameux tableau de Horace Vernet. On voit Charles Martel avec sa Francisque, sa hache, et on voit Abdelrahman qui a une flèche dans la cuisse et qui s'apprête à être tué. J'invite les gens à taper bataille de Poitiers sur Google 700. Vous verrez tableau et vous le verrez. L'essentiel des troupes à l'époque étaient des Imaziren. Des Imaziren, donc des Berbères, quoi, pour que ça parle plus aux gens. Mais oui, il y a une différence entre Arabes et Maziren, mais il y a eu un brassage de ces populations après. Et si des gens veulent diviser le Maghreb là-dessus, notamment c'est le discours colonial, c'est-à-dire oui, les Berbères, vous n'êtes pas des musulmans, ou je ne sais quoi. Non, les Maziren sont des musulmans. La révolte de 1871, j'en parle, des Algériens de Nouvelle-Calédonie dans le livre. Oui, tu en parles. C'est une des grandes révoltes qu'il y a eu dans l'Algérie coloniale en 1871. Ouais. C'est les Kabyles qui se sont soulevés à l'époque. Les Kabyles, voilà. Et 2000 d'entre eux ont été déportés en Nouvelle-Calédonie. Oui, voilà, c'est une histoire qu'on connaît très peu. Ça. Ouais, très peu. Donc oui, une chose très simple. Discours colonial, si ils flattaient les Berbères pour diviser pour régner. En fait, ils ont fait ça en Algérie, ils l'ont tenté au Maroc. Au Maroc, on a reconnu la langue berbère dans la Constitution, c'est ça Je connais pas très bien, mais... c'est ce qu'il y a dans la nouvelle Constitution, il y a la langue berbère. Oui, je crois que c'est ça, oui, voilà. Non, mais qu'on reconnaît dans la Constitution, que les gens, permettre aux gens d'étudier au niveau local, régional ou autre la langue, qu'il y ait un folklore région par région, comme en France d'ailleurs, avec les régions, qu'il y ait un folklore breton, que les gens veulent étudier un peu, apprendre le breton, le basque, l'alsacien, c'est une chose. Mais s'en servir pour tomber dans le séparatisme, c'en est une autre. Parce que moi j'ai l'impression que c'est un peu l'épine qu'on plante dans le pied du Maghreb, bien évidemment. Mais via le nouvel ordre mondial, parce qu'on voit apparaître les drapeaux berbères, on nous explique qu'il y a une nation berbère, etc. Et puis les berbères, en fait, il y en a dans tout le Maghreb, donc c'est quoi Ils sont dans tout le Maghreb, c'est le peuple autochtone qui vit dans le Maghreb. Donc. Et donc, quand il y a eu le décret Crémieux en 1871 en Algérie, une chose toute simple, pourquoi ce décret, les Kabyles en Algérie n'en ont pas profité? Si la France aimait à ce point les Berbères, on voit bien que c'est divisé pour régner. Petite remarque, la plupart des chefs du FLN étaient Kabyles, les grands leaders du nationalisme algérien. Krim Belkacem, le colonel Amirouche, Hossein Aït Ahmed, je peux continuer la liste, elle est hyper longue, étaient tous Kabyles. Je pense qu'ils se retournent dans leur tombe s'ils verraient actuellement la situation en Algérie. Au Maroc, ils ont tenté de le faire en 1930. Ils ont forcé le sultan à l'époque, Mohamed V, à signer le Dahir berbère. Dahir en arabe, ça veut dire décret. Ils l'ont forcé à signer un décret qui voulait que les Imaziren au Maroc ne relèvent plus des tribunaux musulmans, mais des tribunaux européens. Et ça a fait des émeutes dans tout le Maroc à l'époque. Ça a été effrayé, la répression était terrible, mais finalement le décret n'a jamais été appliqué, parce que les Français se sont dit « Oula, on va peut-être ménager, on est allé trop loin là ». On aurait voulu faire imploser le Maroc, on ne s'y serait pas pris autrement. D'accord. Donc voilà. Donc oui, les Maziren, il y a une langue tamazirt, mais culturellement c'est le Maghreb, il y a eu un brassage après, il y a eu un peuple qui s'est formé, une culture locale et qui s'enrichit, ils sont musulmans aussi. La plupart des Maziren, vous allez dans n'importe quel Maghreb, vous disent on est musulmans nous. Et certes on est dans la vie de tous les jours, nous, dans les régions qui parlent tamazirt, on parle tamazirt, mais on met un point d'honneur à s'exprimer en arabe. Parce que la langue du Coran c'est l'arabe, la langue dans laquelle les musulmans prient de la Mauritanie jusqu'à l'Indonésie, c'est en langue arabe. D'accord, mais le kabyle c'est quand même le reliquat d'une langue plus ancienne, quoi, qui était une langue autochtone. Hein. Une langue plus ancienne, l'arabe aussi est une langue très très ancienne, mais oui, pourquoi on dit kabyle? Parce que c'est la Kabylie, c'est la région de la Kabylie qui restait, qui n'est pas devenue arabophone, et ils parlent kabyle. Les gens là-bas, vous allez même en Kabylie, moi je connais des Kabyles même ici, et ils me disent non mais nous, on n'est pas séparatistes nous. Non, ils mangent du cochon des montagnes en plus. Entre Algériens il faut régler, hein, parce que moi j'avais dit le Kabyle, ils mangent du porc les Kabyles. Bon, les gens arrêtent avec le cochon. On m'a dit mange du porc les Kabyles. Non mais le cochon, il y en a ils ont un problème avec le cochon, faut pas déconner, c'est bon, tout de suite le truc, c'est typiquement maghrébin, les cochons. T'en ils peuvent, je sais pas, peuvent braquer une banque. Vendre de la cocaïne, c'est pas grave. Voilà, mais je mange pas de cochon, attention. Attention, pas de jambon. Parce qu'il y a les 3 petits cochons, faut brûler le livre ou je ne sais quoi. Voilà. On a un petit cochon aussi. Voilà, la blague tu la connais, je crois. Pourquoi les tirelires sont en forme de cochon?